IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et surtout à toutes ce soir et à tous éventuellement. On va parler des femmes ce soir avec l'histoire de la violence thérapeutique faite aux femmes avec un livre qui s'appelle Hystérique au pluriel, point d'interrogation aux éditions Erol, avec Thierry Delcourt qui est psychiatre et psychanalyste. Bonsoir Thierry Delcourt. Bonsoir. Vous avez écrit plusieurs livres, un déjà qui était paru en 2013 qui s'appelait Dépression hystérique ou bipolaire, les femmes face au psy. Vous avez écrit aussi Quand la crise devient une chance, La folie de l'artiste, Je suis ado et j'appelle mon psy. Vous avez écrit pas mal de livres, ça fait 2, 4, 6, 8, c'est le 9e. Pourquoi avoir écrit un livre avec un titre aussi emblématique que l'histoire de la violence thérapeutique faite aux femmes? Vous avez osé rapprocher deux termes a priori complètement antinomiques, violence thérapeutique faite aux femmes. Oui, en théorie antinomique, effectivement, mais dans la réalité, et si on s'attarde à l'histoire de la médecine, mais aussi d'une façon générale de la façon dont on s'est comporté vis-à-vis des femmes qui présentaient des souffrances ou des plaintes ou des manifestations, on se rend compte que assez régulièrement, non pas systématiquement, mais assez régulièrement, les deux termes peuvent s'associer. C'est-à-dire, la thérapeutique n'est pas sans violence. Elle n'est pas sans violence d'une façon générale, hein, et l'histoire de la médecine n'est pas très glorieuse à ce niveau-là, mais elle est particulièrement marquée dans le cadre des soins faits aux femmes. On pourrait prendre 2, 3 exemples. Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, de la recherche sur les pathologies que présentent les femmes, que ce soit l'endométriose, que ce soit la fibromyalgie, un certain nombre de pathologies comme ça. Et finalement, la recherche ne s'est pas beaucoup attardée à ce genre de préoccupations, de la même façon qu'on ne l'a pas fait par rapport à certaines maladies orphelines. Sur le plan psychiatrique, vous le savez, à une époque pas si éloignée que ça, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle, au moment où la loi de 1838 sur les hospitalisations sous contrainte sont passées, on a eu quand même plusieurs milliers de femmes qui ont été internées dans les hôpitaux psychiatriques de la Seine et d'ailleurs, et internées dès lors qu'elles dérangeaient l'espace public ou qu'elles dérangeaient même la famille. Il y a d'ailleurs un fameux livre de Victoria Mask, Le bal des folles, qui relate justement cette dimension-là. 24 213 femmes internées dans des conditions déplorables, rien que dans les asiles psychiatriques d'Île-de-France, en à peu près 20 ans, après la promulgation de cette fameuse loi sur les internements des aliénés en 1838. Vous commencez votre livre aussi assez fort en disant que des faits historiques montrent que des hommes de pouvoir ont agi en neutralisant les femmes à défaut de les tuer, comme celle qui a été faite avec les animaux, victimes d'un programme d'équarrissage à grande échelle. On pense à la vache folle après avoir été victime d'un programme d'élevage intensif. Pourquoi vous osez comparer l'extermination et l'internement des femmes au même niveau que le bétail? Alors, c'est certes une provocation, hein, une façon de dire voilà, qu'à un moment donné, un problème est grave et qu'il est suffisamment grave pour le comparer. Et quand on s'attarde à la façon dont ont été traitées les femmes étiquetées hystériques, notamment je pense à ce qui s'est passé à la Salpêtrière avec l'internement massif et l'attitude de Charcot, par exemple, qui s'est servi de ces femmes en souffrance et pour asseoir son pouvoir et pour finalement faire de l'hystérique une espèce de spectacle comme on faisait un spectacle avec les animaux de foire, si vous voulez. Donc c'est un peu dans cet esprit que j'ai voulu provoquer les choses. Et puis, parce que je pense que notamment, par exemple, en gynécologie obstétrique, il y a eu beaucoup de dégâts et ce n'était pas seulement des dégâts liés à la méconnaissance médicale de certaines pathologies, mais aussi à la pratique violente qui avait lieu et qui parfois a encore lieu, notamment dans les accouchements ou d'autres situations comme celle-ci, vous voyez. En parlant de Charcot, donc vous dites Jean-Martin Charcot, qui était donc à la section des femmes de la Salpêtrière, vous dites de lui qu'il est comme Lacan qui utilise la patiente hystérique pour se donner l'illusion de produire un savoir. Lacan aussi, finalement, a parlé de ces hystériques. Oui, mais de toute façon,
Je le dis à la fois en tant que psychanalyste, le marché de la psychanalyse, c'est l'hystérie, hein. Et donc ce marché, il faut que ça fonctionne. À la fois, ça a permis effectivement d'entendre autrement les femmes, et il ne s'agit pas de dire que la psychanalyse a desservi les femmes, bien sûr. Il s'agit de dire qu'à un moment donné, tout fonctionnait très bien sur le plan idéologique pour permettre qu'effectivement la femme considérée comme hystérique soit un marché et soit utilisée finalement dans des idéologies et dans des théories qui sont pour le moins discutables. La spasmophilie, la tétanie, la boulimie, l'anorexie, maintenant l'hystérie, on ne sait pas s'il y en a encore, mais c'était les seuls moyens qu'elles ont pour dire leur douleur morale, leurs blessures psychiques et leurs conflits intérieurs. C'était un appel au secours. C'était et c'est toujours parce que dès lors on est contraint au silence, et on en parle beaucoup en ce moment à propos justement de l'inceste, à propos des agressions sexuelles, etc. C'est-à-dire dès lors qu'il y a un silence et qui vient s'associer à un traumatisme, quelle que soit la forme de ce traumatisme, c'est le corps qui parle. Or, quand le corps il parle, il va s'exprimer sur le mode de ce qu'on vient de décrire, spasmophilie, migraine, etc., avec à la fois une réalité de la douleur et du problème, et en même temps un égarement qui est lié au fait que le droit à la parole n'est pas là. Et ce qu'on constate d'ailleurs dans la pratique clinique maintenant, avec l'évolution du statut des femmes et avec ce droit à la parole qui est quand même acquis d'une façon à peu près générale, excepté dans diverses approches communautaires, mais on constate en tout cas que l'expression verbale, la possibilité de dire, la possibilité d'être, comme on dit maintenant, une femme puissante, permet justement de réduire ce genre de troubles. Et on voit par exemple maintenant très peu de spasmophilie, par exemple. Il n'est pas question de banaliser ni d'entretenir un déni de la violence, mais est-ce qu'elle n'exagère pas? C'est trop facile de se poser en victime. Est-ce qu'elle ne se pose pas en victime? Est-ce qu'elle n'exagère pas? Qu'en pensez-vous? Alors, je ne pense pas du tout que les femmes se posent en victime. Mais ce que je crois, c'est que, et ça a été énormément développé par les féministes, c'est qu'il a bien fallu passer par une étape comme celle-ci, à un moment donné, de définir de quoi les femmes étaient victimes pour sortir de ce piège de la victimisation et pour, à un moment donné, avoir le droit à parole, non pas comme une victime, mais comme une personne à part entière. Et effectivement, je crois qu'il y a deux opposés, des femmes qui réellement sont victimes dans leur situation de vie d'une emprise, que ce soit une emprise maritale, que ce soit une emprise professionnelle ou socio-professionnelle, et qui ne peuvent pas exprimer autrement que par une souffrance du corps. Et à l'opposé, des femmes qui revendiquent le fait de ne jamais être victimes et qui ont d'ailleurs, et j'en parle dans le livre, une façon de dénier la réalité de ce que vivent un certain nombre de femmes. Hein, on parle beaucoup de Saint-Germain-des-Prés en ce moment à propos du livre de Camille Kouchner et bien d'autres aussi, celui de Vanessa Springora. Mais ce que je constate, en tout cas en parlant avec des collègues du 5e et du 6e arrondissement, c'est que pour elles, non, il n'y a pas de problème pour les femmes. Or, si on s'éloigne un petit peu, qu'on va dans le 20e ou qu'on va dans les banlieues, on voit à quel point ce problème est réel. Alors, quelle source avez-vous utilisée pour écrire ce livre, puisque les violences ne sont pas forcément reconnues? Quelle source avez-vous utilisée? Les sources, c'est principalement les archives médicales et bien sûr les historiennes qui ont travaillé énormément sur ces questions-là. En premier lieu, Michel Perrault, qui a vraiment fait un corpus très important sur, on pourrait dire, la petite histoire, mais celle qui est importante, c'est-à-dire celle qu'on ne dit pas dans les grands manuels d'histoire et qui relate justement cette histoire au quotidien des femmes et donc dans quoi elles ont été prises en tant que sorcières, dans quoi elles ont été prises en tant que dans différentes souffrances de la vie quotidienne. Et puis, je me suis aussi attardé à tout le travail de Yannick Ripa dans un premier livre qui s'appelait La Ronde des Folles. Et puis, tout récemment, mais là, je ne l'ai pas inclus dans ce livre-là, ce qu'elle vient de sortir, elle aussi, sur l'histoire des femmes. Autrement dit, je me suis appuyé
sur ces femmes qui, dans un processus de féminisme finalement, ont décidé de donner une visibilité dans l'histoire aux femmes, tout comme d'ailleurs dans la dimension artistique. Certaines ont mis en évidence aussi ces femmes qui étaient invisibles dans l'art et qui pourtant avaient une réalité dans la vie sociale à une certaine époque. Alors, tout viendrait de l'utérus, d'un utérus baladeur. Mais que signifie le terme hystérique? Hystérique, moi j'avais entendu dire que ça venait d'hystère et que les femmes qui n'étaient pas honorées, on peut dire, sexuellement, ça leur montait dans la tête et que ça les rendait hystériques. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez entendu ça? Alors, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui est intéressant sur le plan historique, c'est déjà de s'intéresser à la rupture, au hiatus qu'il y a entre la pensée égyptienne et la pensée grecque et gréco-romaine. Dans la pensée égyptienne, on n'a pas du tout cette dimension-là. D'ailleurs, il y avait des grandes prêtresses et des grandes femmes médecins à l'époque. Hein, l'histoire le montre et les textes, les hiéroglyphes le décrivent. Par contre, dans la pensée gréco-romaine, on arrive, alors on est toujours avec cette dimension des quatre éléments, hein, et puis des natures humides, sèches, etc. Mais on est aussi dans une diabolisation de l'utérus. C'est plus que ça. C'est-à-dire que, et on le voit encore dans certaines communautés religieuses, la femme est bannie au moment où elle a ses règles, par exemple. Elle doit se cacher, elle doit se voiler, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît sur ce que les hommes ne supportent pas de la dimension, on pourrait dire, puissante et en même temps extrêmement dérangeante du fonctionnement des cycles menstruels, de la fécondation, de la capacité d'enfanter, etc. Et donc, je crois que c'est d'abord cette capacité, cette puissance qu'ont les femmes qui a terrorisé les concepteurs, et les concepteurs étant justement les pères de la nation, c'est-à-dire ceux qui tiennent les rênes. Oui, l'utérus deviendrait le miroir, je vous cite, où se projetterait la violence et l'angoisse des hommes face à leur propre impuissance. Un utérus capable de déclencher les pires maladies aussi, mais aussi ce vagin dentelé dont ils ont peur, qu'on retrouve dans des mythes. Voilà, c'est-à-dire toute la mythologie autour effectivement du pouvoir des femmes, hein, que ce soit Méduse, que ce soit le Vagina dentata, que ce soit enfin tous ces mythes un peu horribilis finalement que les hommes ont eu besoin et ayant le pouvoir ont eu besoin de contrôler, de maîtriser et surtout on pourrait dire de déprécier à travers justement la maladie. C'est-à-dire que longtemps, la maladie a été pensée comme une déficience, comme une dégénérescence, mais ça d'une façon générale, hein, et pas seulement en psychiatrie où la dégénérescence a une place très importante. Mais chez la femme, dès l'instant où elle avait des symptômes, c'était l'idée d'un utérus fauteur de troubles, comme je dis dans le livre, mais aussi d'une idée de dégénérescence, c'est-à-dire cette femme, même si elle n'est pas de mauvaise vie, elle est de mauvais augure, vous voyez. Il y a quelque chose qui est diabolisé et qui est prise d'ailleurs, notamment dans les religions monothéistes, la diabolisation de la femme est là présente en permanence. C'est elle qui va déranger l'homme, c'est elle qui va le séduire, c'est elle qui va voilà. Et donc il s'agit de la contenir, il s'agit de maîtriser ce pouvoir qu'elle peut avoir, en tout cas ce pouvoir que leur prêtent les hommes. Donc il y a eu le rôle de la religion, c'est sûr, avec cette chasse aux sorcières. Selon les besoins du clergé, elle est rangée d'un côté d'une révélation divine, elle est sanctifiée, ou d'une possession par le démon. Elle peut être sainte aussi, hein. Vous parlez des femmes de Loudun et vous parlez aussi un peu plus loin de ces possessions de Morzine. D'ailleurs, Morzine, moi je ne connaissais pas du tout, vous pouvez nous en parler un peu? Alors Morzine, c'est effectivement passionnant. C'est passionnant parce qu'en fait, ça pose à la fois un problème politique, religieux et médical, avec une espèce de lutte entre ces trois dimensions. Pour le dire rapidement, il y a eu un phénomène en expansion de possession, enfin ce qu'on appelait possession à l'époque, c'est-à-dire un certain nombre de comportements d'agitation, de tremblement, de postures qui ont été assimilées ensuite à l'hystérie, qui se sont présentées déjà chez des petites filles dans les pensions, et puis ça a eu une espèce d'embrasement finalement social à travers les femmes de Morzine.
Et bien sûr, on a ce phénomène devenant extrêmement problématique. On a fait venir les clercs, hein, les religieux qui effectivement ont assimilé ça à une possession et donc ont mis en place des exorcismes. Ces exorcismes qui n'ont eu aucun effet. Dans le même temps, les médecins sont venus avec toutes leurs hypothèses autour de l'hystérie et tous leurs remèdes qui à l'époque n'étaient pas très glorieux. Et ces remèdes n'ont rien pu faire par rapport à cette expansion finalement de l'épidémie, entre guillemets, de transe et de crispation et de souffrance de ces femmes. Il a fallu à un moment donné qu'on pose la question politique. Et cette question politique, c'était simplement que ce territoire de Morzine qui était en lutte qui était assimilé à un territoire italien et en même temps un territoire français dans une lutte avec le départ des hommes et avec une façon on pourrait dire, d'avoir fait une espèce de siège qui ne permettait pas le minimum vital de ces gens. Il a suffi finalement qu'on assure une qualité ou qu'on restaure une qualité de vie dans ce comté de Morzine pour que l'épidémie cesse, si vous voulez. Et ce ne sont ni les religieux ni les médecins qui ont réussi, c'est finalement aborder la question politique et socio-économique de la chose. Oui, il y avait plus de 150 personnes entre femmes et enfants et ça a duré quelques années. Ça a duré quelques années, c'est ça qui est étonnant. C'est vraiment au niveau compréhension expérimentale et fabrication expérimentale de la souffrance des femmes, c'est quand même quelque chose. Alors, qu'en est-il de la possession aujourd'hui, en 2021? A-t-on encore des possédés? Alors, oui, il y a des travaux qui sont très intéressants, notamment en Normandie, avec Jeanne Favret-Sada, qui a fait toutes ces recherches sur non seulement les possessions, mais aussi la sorcellerie, mais au sens, on pourrait dire, positif de cette sorcellerie, c'est-à-dire qu'il y a un corpus qui est silencieux maintenant, puisque la place est donnée à la science. Et c'est la science qui régit finalement nos pensées rationnelles. Mais on le sait tous, les magnétiseurs font fortune, non pas forcément fortune argentée, mais en tout cas ont beaucoup de succès. De la même façon que dans les campagnes normandes, les rebouteuses, les coupeurs de feu, les coupeuses de feu, etc., ont toujours un impact fort. Et donc, cette dimension de sorcellerie, elle n'est pas simplement liée à des croyances, elle est liée aussi à des compétences. Et c'est ça que la médecine n'a pas compris. La compétence, par exemple, de la connaissance des plantes, la compétence de la connaissance psychologique et de pouvoir à un moment donné identifier des souffrances et avoir une attention particulière à certains éléments et notamment de permettre que les personnes parlent. Ce qui fonctionne encore tout à fait en Afrique, par exemple, et qui fonctionne chez nous en catimini, si vous voulez. Donc cette dimension de sorcellerie, alors il y a toujours bien sûr la dimension de sorcellerie noire, mais elle est à mon avis peu présente par rapport à l'apport que peut représenter toute cette sorcellerie, on pourrait dire blanche, en tout cas celle qui soigne. Cette magie blanche. Deuxième partie de cet au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM. Nous sommes toujours avec Thierry Delcourt. Nous parlons des hystériques, de l'histoire de la violence thérapeutique faite aux femmes. Dans votre chapitre Violence politique et complicité du corps médical, avant 1789, le médecin était sous la coupe de l'Église. Il était un peu bâillonné. Comment les médecins ont-ils pris le relais et qu'est-ce que ce grand renfermement du XVIIe siècle dont vous parlez dans votre livre? C'est quoi ce grand renfermement du XVIIe siècle? Alors, le grand renfermement, il n'a pas été voulu par les médecins, ni par les ecclésiastiques d'ailleurs, il a été voulu par l'État à l'époque, et qui était particulièrement gêné par justement cette pauvreté visible. Si vous voulez, c'est un peu comme l'histoire de Guy Bedos, il faut construire un mur pour ne plus voir les bidonvilles. Et donc, ce grand renfermement a été l'occasion d'un grand nettoyage finalement de la pauvreté, ou un nettoyage artificiel avec des conséquences redoutables, puisque un renfermement dans de mauvaises conditions a aussi accru les épidémies et les morts de façon importante de cette dimension de pauvreté. Donc ça a été plutôt un ratissage dans ce cadre de grand renfermement. La question, alors comment s'articule la médecine à ce niveau-là? Elle était peu présente
La religion, bien sûr, avait sa place. Le problème, c'est que c'est un rapport de pouvoir et un rapport de pouvoir entre trois dimensions, la médecine, la religion et l'État. Et qu'a fait la médecine? On peut dire qu'à l'époque, les médecins ne savaient pas grand-chose. On en sait un peu plus maintenant, même s'il faut rester humble sur les connaissances médicales, mais la médecine ne savait pas grand-chose. Et elle s'est imposée, ou elle a tenté de s'imposer face aux religieux, avec des affirmations qui étaient tout à fait discutables et avec des remèdes qui étaient tout à fait discutables à l'époque et qui n'étaient pas plus efficaces que les remèdes des religieux qui, eux, étaient parfois assez radicaux. Hein. Ce grand enfermement, quand on nous dit qu'on ne sait pas quels sont les effets du confinement, on a eu quand même les résultats de ce grand enfermement au XVIIe siècle. C'était un peu un confinement quelque part. C'était confiner les pauvres dans un coin pour plus en parler. Oui, alors je crois qu'on s'imagine mal à notre époque ce que peut représenter le grand renfermement, parce que c'est un confinement associé à une maltraitance, à une forme d'emprisonnement et à des conditions telles, quand on affame les gens, quand on ne leur permet pas des conditions minimum vitales, je crois que c'est au-delà du confinement que nous vivons en ce moment. Hein. Je pense que c'était plus proche, si on veut le rapprocher de quelque chose, c'est plus proche du camp de concentration que du confinement actuel, vous voyez. Bon, dans tous les cas, ça nous permet de savoir qu'il y a eu un grand renfermement au XVIIe siècle. Donc, la loi du 30 juin 1838 sur l'enfermement des aliénés, il y avait deux régimes de placement, placement d'office ou placement volontaire à la demande d'un tiers, non par la volonté du patient. Où est-ce qu'on en est en 2021 sur l'enfermement des aliénés, que ce soit des hommes ou des femmes? Alors que ce soit des hommes ou des femmes, vous savez qu'on a vécu à l'époque du gouvernement Sarkozy une loi qu'on appelle une loi sécuritaire. Et si on a fait évoluer la loi de 1838 dans un premier temps pour la rendre plus juste sur le plan légal, si vous voulez, et permettre finalement que les droits des êtres humains soient respectés. Voilà, il y avait la possibilité finalement, on n'était plus dans le placement d'office ou dans le placement volontaire, enfin dit volontaire, mais en fait qui est un placement contraint par la famille ou par des proches. On est arrivé à une mesure de placement d'office, toujours par contrainte, mais la contrainte étant soit une contrainte d'État, soit une contrainte de la même façon par la famille avec des mesures exceptionnelles d'urgence. Et le problème, c'est que la loi sécuritaire a renforcé finalement ce pouvoir qu'on avait d'interner des personnes dans des conditions qui restent parfois violentes, discutables. Alors on ne va pas généraliser, on ne va pas comparer à ce qui s'est passé au moment du grand enfermement, du deuxième enfermement entre 1838 et 1870, mais tout de même, il y a quelque chose qui est extrêmement violent dans les mesures de placement. Même si on a mis en place tout un processus judiciaire qui permet de défendre les droits des internés, heureusement. Alors, les médecins ont pensé asile au sens d'accueil, en se donnant la mission d'aider à la réalisation de ces lieux. Puis donc vient la loi de 1838 qui dicta l'obligation de création des asiles, les mesures de protection des aliénés et les conditions d'internement. Alors pourquoi les médecins ont-ils été si profondément déçus après cette loi de 1838 quand les asiles ont commencé à s'ouvrir? Mais parce que les médecins sont partis on pourrait dire, d'un bon sentiment, c'est-à-dire l'idée que les gens en souffrance doivent être soignés et que il fallait mettre en place des mesures dans leur intérêt pour les protéger d'eux-mêmes, comme on dit, et puis pour protéger la société. Et cette loi de 1838, elle a été très rapidement détournée finalement pour protéger la société et pour assurer un calme social, y compris la paix des familles, ce qui est très appréciable dans le roman de Victoria Mas, qui a été un grand succès et qui permet de comprendre un peu ce processus dans La Ronde des Folles, c'est que finalement, si un père considère que sa fille le dérange ou dérange l'ordre établi parce qu'elle ne se conformerait pas strictement aux normes dictées par les pères et dictées par la société, eh bien, rapidement, on peut trouver le moyen de l'interner. Ces choses-là sont moins vraies maintenant, mais tout de
tout de même, c'est encore possible d'interner quelqu'un parce qu'il va déranger quelque chose. Alors, on le voit dans les dictatures, dans les pays autoritaires, pas loin de chez nous, mais c'est des choses qui malheureusement existent encore dans notre société. Oui, vous dites que cela s'est fait sous les yeux d'une population déterminée à confier ces fous, ces folles, rassurés de leur internement à vie à défaut de les oxyre. Moi, je me rappelle, dans les années 60, dans des petits villages, on voyait ce qu'on appelait le fou du village, qui était assez bien reçu par la population. On n'en voit plus maintenant. Voilà, alors il avait sa place. Ceci dit, ce n'était pas forcément une place glorieuse. Il y Non. avait quand même des maltraitances qui étaient pas négligeables, hein. Mais effectivement, tout ce qui dérange doit être normé et doit être rangé. Et les fous doivent être rangés. Alors, il existe encore des personnes en situation de souffrance comme ça qui sont extérieures. Ce qui a changé en fait par rapport à ça, c'est que la médecine et la psychiatrie ont évolué et ont permis, notamment avec l'arrivée de médicaments qui permettaient d'agir efficacement, pas forcément toujours à bon escient, mais en tout cas efficacement. Ça a permis aussi que ces fous du village aient moins un air fou, mais continuent à vivre dans le village, mais souvent d'une façon très apathique, très refermée sur eux-mêmes, voyez. Et ce que je voulais vous dire pour compléter, c'est que finalement, ces médecins qui, au départ, avaient une bonne intention de soigner, finalement, avec peu d'éléments pour soigner, sont devenus des gardiens d'asile et ont été tenus, finalement, de suivre une voie politique qui imposait, finalement, ces internements. Puisqu'à l'époque, tout le 19e siècle, la majorité était sous forme de placement d'office et de placement arbitraire et imposé par les familles et par l'État. Est-ce que les guerres mondiales ont permis de mieux traiter les femmes? On dit qu'elles se sont émancipées, elles ont trouvé du travail, elles ont pris une autre place, mais est-ce que ça a permis, ces guerres mondiales, de mieux traiter les femmes? Alors, les travaux de Michel Perrault ont vraiment bien décrit toute cette position des femmes, mais en même temps en deux temps. C'est-à-dire par nécessité une émancipation, par nécessité une possibilité d'être visible et de prendre une place dans la société autrement que d'une place domestique et soumise, de fait puisqu'on avait besoin d'elle, mais tout le monde le sait, une fois la guerre terminée, il a fallu rentrer dans les foyers et ce n'est pas pour autant que les femmes ont eu le droit de vote, hein. Donc, la minorité des femmes reste toujours valable, même après la guerre, hein, avec une régression finalement, mais en même temps, ce qui a nourri la force du féminisme qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. On parlait de la France de Vichy, qui emboîta le pas de l'Allemagne nazie, et les malades mentaux des hôpitaux psychiatriques furent discrètement éliminés, affamés, abandonnés, exterminés. La polémique se poursuit sur la volonté génocidaire vichiste d'éradication des dégénérés. Les faits sont là, 45 000 morts en 5 ans, femmes et hommes dans le silence, ce que Max Lafon a nommé une extermination douce. Il y a eu des morts dans les hôpitaux psychiatriques, hein, c'est ça, on a... De façon très très importante. Alors effectivement, quand on décide de ne pas assurer l'alimentation, voilà, on peut dire qu'effectivement l'occupation ne le permet pas. Mais on peut dire aussi qu'il y a des choix qui sont faits délibérés, hein, pour ne pas nourrir ceux qui sont des poids pour la société et ceux qui sont non conformes, hein. Et le gouvernement de Vichy n'a pas hésité à déporter Juifs, Digan et compagnie. Il n'a pas hésité non plus à sacrifier ces malades mentaux puisque c'était des poids pour la société comme elle était conçue à l'époque. Donc, extermination douce, le terme est discutable. En tout cas, une extermination, à mon avis, programmée et qui n'était pas douce du tout, puisque mourir de faim, hein, j'ai beaucoup travaillé sur Camille Claudel et suivi les archives, et je suis allé voir les archives de Montfavet à ce niveau-là, et comment effectivement cette femme a vécu des conditions, tout comme Antonin Artaud, des conditions terribles d'être affamée, et on en a des témoignages par les psychiatres de l'époque, on a certains témoignages aussi grâce à des écrits et à des lettres qui en sont envoyées à l'époque, mais c'était quand même quelque chose qui n'était pas doux du tout.
Vous dites que la folle prétention des psychiatres est d'avoir affirmé, ou tout du moins laissé penser qu'ils pouvaient soigner la société, se mêler de tout et intervenir dans les médias en position d'experts convaincus de détenir la vérité. Nous, ça nous parle beaucoup en ce moment en ce qui concerne la science et le médical. Mais bon, ça a commencé par les psychiatres et maintenant ça se généralise à tout le corps médical, cette position d'expert qui détient la vérité. Oui, alors on pourrait dire la faute à qui? C'est compliqué parce qu'effectivement, à mesure que le savoir psychiatrique s'est développé, forcément les psychiatres ont pris une place plus importante dans la société qui s'interrogeait. Et je pense notamment à la dimension judiciaire des choses. Et je pense que ça a commencé par là, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un assassine et multiplie ses assassinats, pardon, ou ses viols, etc. L'interrogation fait qu'on va venir auprès du psychiatre, puis ensuite auprès des psychanalystes pour dire mais comment ça se passe? Et dès l'instant où on commence à poser cette question, on va commencer à la poser pour des tas de choses. Mais pourquoi il agit comme ça? Y compris quel est cet homme politique? Pourquoi il agit comme ça? Voyez. Et finalement, il y a un biais qui s'est installé, qui a à un moment donné conduit finalement le psychiatre à prendre la parole dans un premier temps sur les ondes et dans tous les médias. Alors après, certains sont restés dans une humilité qui permettait simplement de dire ce qu'ils savaient, mais on connaît tous un certain nombre de psychiatres et de psychanalystes qui ont beaucoup apprécié de se retrouver devant les projecteurs et qui ont commencé à parler de tout à propos de n'importe quoi. Hein. Et avec les dégâts que ça a fait, notamment par rapport à la psychanalyse. La psychanalyse est une approche qui se passe d'un individu à un autre individu, hein, dans une relation qu'on appelle de relation de transfert. C'est une relation qui ne sort pas qui ne sort pas de la situation en elle-même de psychanalyse. Et puis, il y a eu ce besoin d'aller transmettre quelque chose. Prenons l'exemple de Françoise Dolto. Françoise Dolto sur les ondes. Ça a eu un succès considérable et ça a été un des éléments qui a amené ensuite à poser la question, mais après Françoise Dolto, il y a eu tous ceux qui ont suivi, que ce soit Claude Almos, que ce soit Boris Cyrulnik, etc. Enfin, tous ces gens qui, à un moment donné, et puis surtout ceux qui se sont mis en avant, parfois comme des coqs tout à fait ridicules, hein, je ne citerai pas de nom, mais en tout cas un certain nombre comme ça qui se sont mis en avant, et que les médias ont beaucoup utilisé, puisqu'on va toujours chercher ceux qui finalement apportent de l'audimat, comme on dit. Ça nous parle beaucoup aujourd'hui sur un autre problème que l'hystérie. Désormais, les femmes refusent d'être considérées comme des victimes, mais savent-elles remettre un professionnel de santé à sa place et refuser un traitement qu'elles n'ont pas envie? Ça, c'est une autre histoire. Il y a cette relation entre la femme et le professionnel qui fait qu'elle se sent un peu en infériorité et puis qu'elle donne tout au professionnel. Voilà. Effectivement, c'est compliqué. Un des points qu'on pourrait penser positif, c'est la féminisation des études médicales et de la démographie médicale, hein, puisqu'on arrive maintenant à peu près à 50-50 entre femmes et hommes en médecine. On pourrait penser que les femmes étant médecins, elles sont plus à l'écoute de leurs congénères. Ce n'est pas toujours le cas parce que la médecine est pensée de façon encore très archaïque, et la relation médecin-malade est encore conçue sur le mode le médecin qui sait, le patient objet. Et le patient objet qui ne sait pas. Et tout le travail actuel et tout ce qui est important à réussir, et c'est aussi pour ça que principalement que j'ai écrit ce livre, c'est de devenir quelqu'un à part entière face au médecin, c'est-à-dire qui n'est plus assujetti. Le problème, c'est quand on est en souffrance. Vous l'avez connu, moi aussi je l'ai connu, quand on est en souffrance, on est un peu à la merci du professionnel de santé qu'on va voir. C'est-à-dire on attend quelque chose de lui, on a une forme d'angoisse, de désarroi, et cette forme d'angoisse, de désarroi permet aussi que s'instaure une relation thérapeutique, mais s'instaure en même temps une relation de pouvoir de celui qui va le pouvoir de vous guérir et qui peut utiliser au-delà de ça son pouvoir pour assujettir, non pas volontairement,
mais pour asseoir une forme de pouvoir. Et le problème actuel, et heureusement ça évolue depuis la loi de 2002 sur le droit des usagers, et puis d'autres en 2016, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, tout ça a permis qu'à un moment donné, le patient et la patiente, et ça concerne particulièrement les patientes, puissent être dans un rapport horizontal avec le médecin, c'est-à-dire exiger une information éclairée, attendre qu'un consentement réel soit là pour les soins et aussi de pouvoir interroger le médecin sur ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne très bien. Et je cite justement un certain nombre de situations cliniques, par exemple d'un oncologue qui ne regarde même pas la patiente et qui lui fait une annonce extrêmement violente et sans même s'attarder à elle ni répondre à ses questions. Et ces choses-là, malheureusement, sont fréquentes, que ce soit en médecine générale, que ce soit en oncologie, en gynéco-obstétrique. Et donc voilà, l'idée forte que je défends avec ce livre, c'est que la patiente doit devenir une patiente experte, au sens où à un moment donné, ça n'est pas parce qu'elle est malade qu'elle va se soumettre et qu'elle va s'assujettir. Et donc, elle va exiger, y compris en demandant d'autres avis, elle va exiger d'avoir un éclairage réel et qu'on ne lui raconte pas n'importe quoi sur sa maladie ou sur les traitements qu'on lui impose. Troisième, dernière partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne du DFM Radio Anguin, la radio où l'on se sent bien, avec Thierry Delcourt, Hystérique, histoire de la violence thérapeutique faite aux femmes. Avoir lutté pied à pied pour décrédibiliser les sorcières, les guérisseuses, afin de s'approprier la maladie, le soin et l'accouchement, a-t-il conduit les médecins à une inflation de leur pouvoir à la mesure de l'indigence de leur savoir? Vous avez donné un peu la réponse juste avant. Je pense qu'il y a un petit peu trop de pouvoir. On est d'accord? C'était un peu ce que vous avez dit avant. Oui, mais j'y vais un peu fort même, mais volontairement, parce que chacun de nous, on doit bien avoir en tête qu'on ne sait pas grand-chose. On le voit avec cette nouvelle, cette épidémie, enfin la façon, la médecine est remarquable dans sa recherche, dans tout ce qu'elle, on ne va pas contester ça, hein, et c'est plutôt admirable ce qui se passe. Mais quand on est confronté à une situation de maladie, à une souffrance de quelqu'un, on est aussi dans un certain désarroi. Et qu'à un moment donné, on n'a pas de réponse. Et un médecin ne supporte pas de ne pas avoir de réponse. Et donc, il va tâtonner, et quand il tâtonne, eh ben, il fait des dégâts. Et ça, c'est vraiment un problème. Oui, vous avez dit en première partie pourquoi la médecine ne s'est-elle penchée que tardivement sur les troubles des femmes, endométriose, fibromyalgie et troubles endocriniens, mais à l'inverse, combien de femmes se plaignent d'une médicalisation à outrance de la grossesse et de l'accouchement? On pense aux césariennes, aux épisiotomies qui se faisaient sans nous demander notre avis. Et que se passe-t-il parfois lorsque le généraliste ne trouve pas la cause de ces troubles et pense que c'est dans la tête de la femme? Il y a souvent aussi cette violence faite aux femmes, puisque la fibromyalgie, on dit que c'est dans la tête des gens. On est d'accord? Oui, oui, oui. Il y a un psychanalyste, j'en parle à plusieurs reprises dans le livre, qui s'appelle Lucien Israël, qui n'a pas été tendre avec justement et les psychanalystes et les médecins par rapport à leur comportement. C'est-à-dire que dès l'instant où une femme pose problème parce que le diagnostic est difficile à poser, parce qu'elle a un symptôme atypique, parce qu'elle ne se conforme pas exactement à ce que le médecin attend, elle va rapidement être considérée comme hystérique, mais pas au sens de la pathologie qu'on a pu identifier en psychanalyse, mais comme celle qui dérange, celle qui est, osons dire, qui est chiante. Et donc, à partir de là, s'installe toute une violence qui est liée à l'agacement du médecin. Et ce médecin qui va à un moment donné soit prescrire à l'emporte-pièce n'importe quel médicament, enfin pas n'importe lequel, mais en tout cas des médicaments qui ne sont pas adaptés, et qui va aussi aller jusqu'à, à un moment donné, des interventions intempestives, y compris chirurgicales, par rapport à des problèmes qui se posent autrement. La question de la médecine et le gros problème de la médecine en France, c'est qu'elle est devenue, en France et ailleurs d'ailleurs, elle est devenue technique et elle n'entend pas, elle n'écoute pas. Et donc, si elle n'écoute pas, elle n'entend pas que dans la souffrance, il y a à la fois une souffrance, on pourrait dire politique, hein,
qui est souffrance psychique, psychosociale même, dans des conditions dans lesquelles les femmes voilà, ont un rythme, par exemple le rythme de travail des femmes et le rythme de travail, par exemple, d'une mère célibataire, comme on dit, avec ses enfants, et voilà, qui a un rythme tel que sa souffrance va se manifester sous des modes que le médecin n'entend pas, parce qu'il ne peut pas écouter ce qu'il y a derrière la souffrance, par exemple l'épuisement psychique, l'épuisement physique, l'épuisement même endocrinien dont je parlais tout à l'heure. Oui, vous dites qu'il y a une confusion héritée de l'ère religieuse entre la séparation de l'âme, esprit et du corps, ça c'est clair. Et il y a toujours une séparation entre l'âme et le corps, entre l'esprit et le corps. Puis vous avez un chapitre sur la psychiatrie aujourd'hui avec la révolte de 1968 et l'antipsychiatrie, mais on n'en parlera pas. Les dérives, un chapitre sur les dérives et les dégâts de la psychanalyse, par exemple l'accusation des mères de patients autistes ou schizophrènes. C'est sûr qu'on a maintenant dans l'esprit qu'un gamin autiste ou un schizo, ça vient de la mère. C'est sympa pour les femmes. C'est extrêmement violent. Oui, C'est extrêmement violent. Et c'est cette espèce d'hystérique, c'est une insulte qui est fréquente, qui est passée dans le langage courant. Un homme ne peut pas être hystérique. Alors, si on s'en tient à la description de l'hystérie, c'est-à-dire ce qui ne peut pas s'exprimer, ce qui ne peut pas se dire, va passer par le corps comme une espèce d'appel à l'autre, mais un appel qui est en même temps une façon de ne pas vouloir être assujetti, c'est-à-dire ne pas vouloir reproduire un assujettissement. Il y a des hommes qui présentent des manifestations hystériques. Mais le débat dans lequel je suis dans le livre aussi, c'est faut-il maintenir ce terme-là? Il est tellement ambigu, il est tellement problématique dans ses attendus et dans ses conséquences que je pense qu'il faut penser les choses autrement et qu'il faut peut-être reposer autrement que de se servir d'un terme qui est d'une part faux dans son origine, dans son étymologie, et qui a créé tellement de malentendus et de souffrances. Vous dites que l'hystérie, depuis 40 ans, a disparu du champ de la psychiatrie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Peut-être pas, puisque maintenant on a des dépressions, des burn-out, des bipolarités qui ont un peu pris le relais, ce qui permet une marchandisation des antidépresseurs, des antipsychotiques, des anxiolytiques, des médicaments qui modifient le comportement, les capacités, avec des effets indésirables, mais qui ne soignent pas. Voilà, en fait, il y a une prise d'otage, et une prise d'otage par l'industrie pharmaceutique. Parce que au moment où on pouvait commencer à identifier la dimension psychosociale des symptômes, c'est-à-dire pas simplement un trouble psychique, mais aussi des éléments qui, effectivement, sont à la source d'un épuisement, par exemple, et le burn-out, en ce sens-là, est une bonne identification, si vous voulez. L'industrie pharmaceutique, avec le marché qui se trouvait, on ne va pas lui reprocher, c'est son métier de faire de vendre et de produire. Sauf qu'à un moment donné, elle s'est emparée de ces symptômes pour les regrouper d'une façon, avec l'aide d'ailleurs de ce qu'on appelle le DSM dont je parle, hein, qui est ce manuel, qui est cette espèce de Bible, qui est devenue maintenant la Bible de la médecine, et notamment des hautes autorités de santé, malheureusement, et qui, à un moment donné, vont déterminer la souffrance sur un mode d'un symptôme à une maladie. Et effectivement, vous avez bien noté la dépression. Le problème, c'est que quand la dépression n'était plus rentable, c'est-à-dire qu'on a produit des antidépresseurs qui ont permis à l'industrie pharmaceutique de gagner des fortunes, mais quand on n'avait plus de molécules rentables, puisque vous savez qu'il y a un système de générique qui fait qu'à un moment donné, le laboratoire perd son brevet et la molécule est en vente beaucoup plus simple, eh bien, il a fallu créer autre chose. Et la bipolarité est devenue le nouveau cheval de bataille de l'industrie pharmaceutique, beaucoup plus gênante, beaucoup plus grave que ce qui s'est passé avec la dépression, puisque la dépression et les antidépresseurs, finalement, n'avaient pas un effet si néfaste que ça. Par contre, les médicaments qui sont utilisés dans le cadre de ce qu'on appelle la bipolarité sont des médicaments extrêmement puissants, hein, et qui modifient la personnalité. Et dès l'instant où on pratique un diagnostic abusif de bipolarité par rapport à quelqu'un qui a une souffrance, qui a un comportement instable, etc., finalement, on piège
on piège la médecine et on piège bien sûr les patients dans quelque chose qui ne leur appartient pas, c'est-à-dire qu'on revient à cette espèce de surdité de la médecine par rapport à la réalité et la compréhension de la souffrance des femmes, mais aussi des hommes, bien sûr, et des enfants maintenant. Le seul bénéfice, c'est de permettre aux patients de se dégager du poids de la culpabilité face à l'incompréhension sociale de leurs troubles. Donc ça leur permet de dire je suis bipolaire. On va passer au dernier sujet de cette émission avec l'incompréhension, la violence faite aux femmes dans la sexualité, dans la contraception, qui est une affaire de femmes. Se dégager aussi de la culpabilité de l'avortement. Donc là, il y a aussi une histoire de violence faite aux femmes. Aux yeux de la religion, la sexualité reste marquée par la faute, à l'opposé de la libération, qui peut agir comme terrorisme d'une sexualité obligatoire et si possible débridée. Les vierges effarouchées, les femmes coincées, cette obligation un petit peu aussi à partager des partenaires, enfin cette espèce de violence faite aux femmes en ce moment, qu'est-ce que vous en pensez ? Et ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un phénomène de libération dont on pourrait se sentir plutôt heureux, et notamment autour de la libération sexuelle, et principalement grâce à la contraception et grâce à la possibilité de l'interruption volontaire de grossesse, eh bien, arrive autre chose qui est une espèce de terrorisme de la disponibilité sexuelle finalement et d'un jugement à l'emporte-pièce qui se fait sur une femme qui, par exemple, donnerait ou poserait des limites par rapport à ses choix sexuels, etc. Et donc, on est dans des mouvements de bascule, de va-et-vient, un peu comme des barques, voilà, et qui fait qu'à un moment donné, où on est là-dedans, c'est-à-dire d'ailleurs c'est valable aussi pour les hommes, où sont-ils là-dedans et comment, à un moment donné, s'y retrouver, c'est-à-dire pouvoir exprimer quel est son désir et non pas se conformer à un terrorisme du désir, si vous voulez. Le médicament apaise mais ne soigne pas et ça met un peu la psychothérapie aux oubliettes, c'est-à-dire que ça permet aussi de ne pas faire parler les gens. C'est mieux de leur donner quelque chose qui les calme plutôt que d'entendre leur souffrance. Alors, comment se faire entendre sans être jugée une emmerdeuse? Comment ne pas se laisser borner par les 9 langues actuelles, qu'elles soient médicales, politiques, etc. On a tous en tête les affaires du Mediator, les prothèses mammaires, les malformations fœtales dues à la dépakine, les histoires de l'évothyrox, tout ça, ça s'adresse, ce sont des violences faites aux femmes. En conclusion, vous dites que ne pas réduire les patientes à des victimes, même si elles le sont dans les faits, et leur permettre d'identifier l'irrespect thérapeutique et à ne pas se taire par angoisse. Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a avoir une dignité et défendre sa dignité, mais aussi défendre l'intégrité de son corps et le fait d'être respecté dans la relation thérapeutique. Je pense qu'un médecin maintenant, qui se veut médecin, doit pouvoir poser à la fois un diagnostic, bien sûr, il a besoin de le faire et la patiente a besoin de... Mais ce diagnostic doit être expliqué et surtout, les traitements, les différents traitements possibles doivent être expliqués avec leurs avantages, leurs inconvénients, avec la possibilité à chaque fois pour la patiente de pouvoir choisir non pas au gré de ses envies, mais en tenant compte de tous les éléments de danger qu'on appelle le bénéfice-risque par rapport à ce qui lui est proposé. Et c'est en ce sens-là, et je reviens sur cette notion de patient expert, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on le sait bien, si on est soigné, on se soigne. Et que pour évoluer et pour guérir, on a autant besoin de la médecine que de sa capacité soi-même à se soigner. Et donc, c'est à ce niveau-là que j'insiste sur cette dimension de patient expert. Et de consentement éclairé. Et Bien du sûr, bien consentement sûr. éclairé qui est à la mode en ce moment. Hystérique, point d'interrogation, histoire de la violence thérapeutique faite aux femmes, aux éditions Erol. Et si on écoutait les femmes, du docteur Thierry Delcourt, Delcourt. Merci beaucoup. Vous avez Merci beaucoup. une citation pour terminer l'émission ou quelque chose qui vous vient à l'esprit?
Ah non, je recommanderais aussi de lire Le bal Bal des des folles folles. de Victoria Mass, parce que vraiment, ça donne aussi toute une teinte à ce que je dis là. Bien sûr, on n'est plus à la même époque, mais voilà, je peut-être recommander aussi cette lecture-là. C'était En tout cas, épouvantable. oui. Oui. En tout cas, l'espoir qu'on a, c'est tout ce qui est en train de se passer en ce moment avec MeToo, mais aussi avec ces témoignages de grande qualité qui sont faits par Vanessa Springora, par Camille Kouchner et bien d'autres, hein. Et ces témoignages de qualité qui fait qu'à un moment donné, on ne pourra plus raconter ou faire n'importe quoi, hein. Et ça oblige à un respect. Et parce que, bien sûr, derrière ce respect, il y a la menace d'une judiciarisation et donc le fait, à un moment donné, de tempérer le pouvoir et les ardeurs des médecins, mais des autres aussi, hein. Mm. Ça met beaucoup de temps à chaque fois, le judiciaire. En tout cas, merci beaucoup et Merci puis au beaucoup. revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.